13h, bonjour à tous. Merci de votre attention. Tout de suite, les titres à la une de l'actualité. Une délégation de l'OTICE reçue en audience par le Premier ministre Robert Begré-Mambé en présence du ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique Adama Diawara. La Côte d'Ivoire, saluée pour son appui à l'organisation et citée en bon exemple par le secrétaire exécutif de l'organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires. On en parle en début de journal. Ce samedi 8 juin est célébrée la journée mondiale des océans. La pollution plastique représente un danger pour l'océan et pour la vie. À la faveur de cette célébration, le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, Jacques Cassor-Conan, invite les populations à une synergie d'action en vue de donner un souffle nouveau aux océans. En Algérie présidentielle, les candidats ont 40 jours pour déposer leur dossier. Le corps électoral est officiellement convoqué pour le scrutin anticipé du 7 septembre. 5 candidats sont déjà en liste pour ce scrutin, mais leur candidature n'a pas encore été validée. Une coalition de partis appelle à la candidature pour un second mandat. Le président Abdelmadjid Tebboune. Voilà pour l'essentiel. Madame, monsieur, bonjour, merci de nous suivre. Nous le disions à l'instant, à l'entame, dans les titres, le docteur Robert Floyd, secrétaire exécutif de l'OTICE, l'organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires, à la tête d'une délégation, a été reçu en audience par le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Le soutien qu'accorde la Côte d'Ivoire à l'organisation a été salué par le secrétaire exécutif de l'OTICE. Présent à cette audience également, le ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique, Adama Diawara. Les précisions d'Alexis Ouedraogo. Le chef de la délégation, Dr Robert Floyd, secrétaire exécutif de l'organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires, a félicité et remercié la Côte d'Ivoire pour son soutien à l'organisation. Il s'agit entre autres de l'adhésion du pays à la vision de l'organisation et le professionnalisme avec lequel la station du système international de surveillance implantée ici en Côte d'Ivoire est gérée sous la direction du ministre Adama Diawara. Il encourage les jeunes diplômés en début de carrière, notamment les domaines scientifiques tels que les mathématiques, les physiques, à candidater pour les programmes de formation de l'OTICE. Nous encourageons la formation de personnes démarrant dans leur vie professionnelle, des jeunes diplômés qui commencent leur carrière. Nous encourageons ces personnes-là à soumettre leur candidature pour des formations et aussi soumettre leur candidature pour des postes. Nous apprécions particulièrement les candidatures féminines. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, a pour sa part assuré que les domaines favoris de l'OTICE existent dans les universités ivoiriennes et que les dispositions sont prises pour inciter les jeunes à s'orienter vers ces filières. On n'a pas suffisamment de bacheliers scientifiques. Ça, il faut avoir l'honnêteté de le dire. Mais actuellement, nous sommes en train de mettre en place un certain nombre de stratégies pour remédier à cette situation-là. Nous avons élaboré un document qui porte sur la redynamisation de l'enseignement des matières scientifiques. Et cela part depuis le primaire, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Il ne faut pas voir le problème au bout du tunnel, il faut le voir depuis l'amont. Le fait que depuis un moment, on ait institué une différenciation entre les coefficients, ce qui fait que, par exemple, dans les matières scientifiques, notamment les mathématiques, les coefficients sont plus élevés. Cela est de nature à booster l'enseignement de ces matières scientifiques. Demain, évidemment, nous aurons beaucoup plus de bacs C et E, et ce qui fera qu'on aura un vivier plus élargi pour les études de mathématiques, de physique et de chimie. L'organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires est une structure internationale qui a pour mission de détecter les explosions atomiques et d'empêcher l'acquisition de l'arme atomique par des États qui n'en disposent pas encore. La Côte d'Ivoire a signé le contrat de l'OTICE en 1996. Le pays fait partie des 21 États dotés de stations certifiées pour la surveillance contre la non-prolifération des armes nucléaires. Une Côte d'Ivoire qui bouge, une Côte d'Ivoire qui gagne, sport, culture, littérature, informatique, sciences religieuses. La liste est longue depuis sa victoire à la récente Coupe d'Afrique des Nations de football. Les succès enregistrés par la Côte d'Ivoire s'enchaînent. Ces derniers mois, de jeunes Ivoiriens se sont distingués dans plusieurs domaines, faisant flotter le drapeau national sur plusieurs scènes internationales. Notre reporter Khalil Diomandé revient sur ces multiples succès enregistrés, succès qui font bien entendu la fierté du peuple ivoirien. 2024, année de grand succès pour la nation orange, blanc et vert.
Depuis le sacre des éléphants à la Coupe d'Afrique des Nations de football en février, le drapeau ivoirien ne cesse de scintiller à travers le monde. Les lauriers s'enchaînent pour la Côte d'Ivoire. De février à juin 2024, déjà une quinzaine de trophées internationaux remportés. Champion du monde de slam poésie, de dictée PGL, de karaté Shotokan, de patinage artistique, d'informatique et champion d'Afrique de salmodie du Saint-Courant, pour ne citer que cela. Sur les réseaux sociaux comme dans les rues d'Abidjan, les Ivoiriens ne cachent pas leur fierté. Cette année-là, vraiment, c'est une année où la Côte d'Ivoire rafale tout. Tu as pris ses mitrailleuses. La Côte d'Ivoire est bénie cette année-là d'une bénédiction inestimable. Bon, en tout cas, c'est un réel plaisir de voir des jeunes Ivoiriens briller à l'international. Même si il y a des gens qui ont une mauvaise image de la jeunesse ivoirienne, mais on constate que quand même, il y a des jeunes qui sont conscients et qui essayent, n'est-ce pas, de hausser haut le drapeau de la Côte d'Ivoire. Aller conquérir toute l'Afrique comme c'est là et puis aller représenter dignement la Côte d'Ivoire, c'est vraiment une fierté pour nous. Je pense que grâce à eux aussi, on peut nous reconnaître en tant que des Ivoiriens. On peut s'imposer aussi. Nous avons emmené nos caméras dans l'univers de ces jeunes qui font rayonner l'image du pays. À des milliers de kilomètres d'Abidjan, la ville de Strasbourg, à l'est de la France, nous retrouvons sur un campus universitaire Ibrahim Meïté, le champion mondial de karaté Shotokan 2024. Une consécration obtenue après plusieurs années à côtoyer les arts martiaux avec passion et abnégation. J'ai commencé le karaté à 7 ans. Et c'est à l'âge de 24 ans que j'ai décroché mon premier titre mondial. C'est une fierté de savoir qu'on citera le nom de la Côte d'Ivoire parmi les grandes nations du karaté Shotokan. Je tenais à sincèrement remercier le chef de l'État, son Excellence, M. Alassane Ouattara, pour sa politique de gouvernance centrée sur nous, la jeunesse. Outre son attachement au karaté, Ibrahim est inscrit en Master 1 de Management du sport. Dans le quartier populaire de Mosikro à Atekoubé, un autre jeune a réussi à positionner la Côte d'Ivoire au sommet des génies informatiques. Yacouba Diakité est le vainqueur de la compétition mondiale en développement informatique ICT 2024 de la Chine. Il s'est illustré face à 170 000 candidats issus de 80 pays. Son quartier au grand complet lui rend les honneurs. Je suis extrêmement heureux de voir aujourd'hui la joie sur le visage des parents. C'est la preuve qu'on peut quitter d'Atekoubé et se déployer un peu partout dans le monde. Je tiens à remercier le Premier ministre qui m'a reçu tout en me présentant ses félicitations, ainsi que les félicitations du président de la République qui fait aujourd'hui la promotion de l'excellence. Et j'en profite pour dire aux jeunes qui ont des rêves, qui ont des talents, de travailler et de continuer à rêver, car rien n'est impossible. Le parcours de Yacouba donne aujourd'hui beaucoup d'espoir aux jeunes issus de ce milieu modeste. Son espoir nous a montré vraiment qu'on peut venir d'un quartier de pauvres et puis être champion. Ça m'encourage de travailler en classe et de devenir comme lui. Ex-étudiant à l'ESATIC, Yacouba Diakité poursuit son cycle ingénieur de data science en Tunisie. Ses études seront désormais financées par le gouvernement ivoirien. Parti de rien pour se hisser au sommet, Noferima Fofana y est parvenue. À 24 ans, elle revient de Paris avec le prix du championnat mondial de slam poésie. Je suis celle pour qui la parole est précieuse et que la maîtriser fait de nous un précieux. Celle pour qui la parole n'est pas qu'un simple verbe, mais un ami, un amant. Un chemin, une chanson, une main qui apaise le cœur à chaque mot qu'elle crache. Je viens de loin. De très loin. Et quand je regarde la Nofé du départ, celle qui faisait Tanti Bagage à Adjamé, ça me donne beaucoup de fierté. Je la regarde et je lui dis bravo, tu n'as pas pleuré pour rien. Aujourd'hui, tu as quand même une récompense. La plupart des pays africains qui sont allés très loin, c'est la 3e place. Et elle, pour la toute première fois, elle remporte la Coupe du Monde. En Côte d'Ivoire, les champions, il y en a de tous les âges. À 10 ans, Loevan Krekoum a décroché le trophée du concours mondial de dictée PGL 2024 au Canada. Son succès réside dans sa proximité avec les livres, son goût pour l'excellence et l'encadrement de ses géniteurs. Mes parents me faisaient beaucoup lire. Peu à peu, en grandissant, j'ai
compris que j'avais du goût pour la lecture. Pour être fort en dictée, il faut faire beaucoup de lecture, car en faisant de la lecture, on apprend de nouveaux mots. Le message que j'aimerais passer à mes amis est de travailler avec acharnement, d'avoir beaucoup de volonté et de détermination, car seul le travail paye. Élève en classe de CM2, Loevan a brillamment réussi à l'examen du CPE avec 163 points sur 170. Une culture du travail bien fait, encouragée par le président de la République avec le retour du prix national d'excellence en 2013. Tous ces trophées glanés aujourd'hui par le pays sont le fruit de cet écosystème qui promeut le mérite, selon le ministre de la Jeunesse. Depuis qu'il est arrivé à la tête de ce pays, le président Ouattara a fait donc du retour aux vraies valeurs un axe important de sa gouvernance. Il a repris les prix de l'excellence pour célébrer donc les meilleurs élèves. Une réforme a été faite dans tous les secteurs sportifs, culturels, pour un meilleur encadrement donc, de nos athlètes. Donc cet environnement favorable aujourd'hui nous permet de constater donc, que nous avons donc des jeunes qui sont bien. Je voulais dire à tous les autres jeunes qui sont pétris de talent de faire confiance en eux-mêmes d'abord, et surtout de faire confiance dans leur pays. Le rôle de l'État et du gouvernement, c'est d'être à leur côté et de les accompagner. Malgré tous les titres internationaux raflés ces derniers mois, les jeunes talents ivoiriens ont encore soif de victoire. Dans le viseur, les Jeux olympiques de Paris en juillet 2024 et la qualification mondiale 2026 pour les éléphants footballeurs. Des challenges qu'ils tenteront de relever avec à l'esprit la devise « Union, discipline, travail ». La Côte d'Ivoire qui brille de mille feux sur presque tous les horizons, et c'est avec beaucoup de fierté, de passion et d'engagement que nos soldats du feu servent leur pays, ceux-là même qui n'hésitent pas à braver tous les dangers pour sauver des vies. Les sapeurs-pompiers militaires, leur groupement, le GSPM, se prépare à commémorer son demi-siècle d'existence. Annonce faite au cours d'une conférence de presse, les grandes articulations des festivités de ce cinquantenaire qui se tiendront du 10 au 22 juin 2024 ont été dévoilées. Davy Soyo. Le groupement des sapeurs-pompiers militaires du Côte d'Ivoire a 50 ans. Durant ces années, ces hommes et femmes ont dédié leur vie à la protection des citoyens, à la sauvegarde des biens et à l'assistance dans les moments critiques. Les combattants du feu se préparent à commémorer ce demi-siècle d'existence autour du thème « Le cinquantenaire du GSPM pour consolider la dynamique d'excellence ». L'objectif de ce rendez-vous est triple. Il s'agit de revivre le souvenir du chemin parcouru, définir les perspectives d'adaptation aux exigences conjoncturelles, renforcer les liens entre le GSPM et ses partenaires. À l'occasion de ce cinquantenaire, nous sommes également fiers de lancer une application, une innovation majeure, Alerte 180. Cette application vise à moderniser la façon dont les citoyens peuvent signaler les urgences et recevoir des alertes en tout temps. Des conférences, des actions à portée sociale, une cérémonie militaire, des journées portes ouvertes et sportives vont meubler le cinquantenaire du groupement des sapeurs-pompiers militaires du Côte d'Ivoire. Cette commémoration s'y tiendra du 10 au 22 juin à Abidjan, Yamoussoukro, Bouaké et Korogo. Et parlons de mission de sauvetage et de la bravoure de nos sapeurs-pompiers. Madame, Monsieur, voici une mission qui nous concerne tous. Il faut sauver les océans de la pollution qui chaque jour menace un peu plus leur écosystème. De véritables dépôts d'ordures. Voici ce que sont devenus les océans. À la faveur de la Journée mondiale des océans célébrée ce samedi 8 juin, le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, Jacques Assaoré-Conan, lance un appel. Population, vous êtes invités à une synergie d'action contre la pollution de ces eaux afin de leur donner un nouveau souffle. Grâce Kando. Renouveler en profondeur notre action. Thème de la Journée mondiale des océans, édition 2024. Le but de cette journée est de sensibiliser le public sur la place fondamentale que les océans occupent dans notre écosystème et sur les menaces auxquelles ils font face à cause des activités anthropiques. Cette journée veut notamment mobiliser et unir les populations du monde entier autour d'une gestion plus durable des océans, tout en rendant hommage à leur beauté et à leur richesse. L'eau de pluie, l'eau potable, le climat, l'oxygène de l'air que nous respirons et même une grande partie de notre nourriture sont tous alimentés et régulés par les océans et les mers.
La pollution plastique est un danger pour les océans. En effet, la production mondiale des déchets plastiques a plus que doublé entre 2000 et 2019 pour s'établir à 353 millions de tonnes. En Côte d'Ivoire, c'est 4,8 millions de tonnes par an, soit 400 000 tonnes par jour qui sont produits. Une grande partie de ces déchets se retrouvent dans les océans. Si nous continuons à produire cette quantité de déchets plastiques, nous réduisons considérablement la capacité de l'océan à se régénérer, mettant ainsi en péril l'économie des zones côtières. Cette journée mondiale des océans est l'occasion pour le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la transition écologique d'inviter décideurs politiques, acteurs publics et privés, collectivités et ONG à s'engager dans une synergie d'action pour sauver les océans. La santé sexuelle et de la reproduction chez les jeunes filles était au centre de multiples échanges qui ont eu lieu entre chercheurs canadiens et ivoiriens. Un bilan à mi-parcours du projet Passerelle a été établi à l'occasion. Les données recueillies dans le district du Bas-Sassandra ont permis d'asseoir les bases des structures sanitaires et éducatives qui permettront d'améliorer la situation des adolescentes et des jeunes filles. Didier Nguessan. Le projet Passerelle, qui porte sur la santé sexuelle et reproductive des adolescentes et jeunes filles, réunit les parties prenantes. Il s'agit pour les autorités éducatives, les communautés et les prestataires de soins et autorités sanitaires de coordonner leurs actions afin d'offrir aux jeunes filles les services de soins et de santé reproductive. On est venu aujourd'hui pour valider le plan de travail pour le bien-être des populations. Donc il est important que nous puissions vraiment regarder avec attention tout ce qui nous est présenté pour le bien-être des populations. Je pense que toutes ces actions sont en adéquation avec le plan social du gouvernement. Le Canada, à travers l'Organisme d'éducation, d'emploi et d'autonomisation, le UMC, et son ambassade en Côte d'Ivoire travaillent à améliorer les données sur le terrain. Pour nous, il est important que la jeunesse soit en santé pour que les jeunes puissent se réaliser, puissent contribuer à l'émergence de la Côte d'Ivoire. Mais il faut aussi que l'offre de soins de santé, notamment santé sexuelle et reproductive, réponde à leurs besoins et soit adaptée à leurs besoins. Les efforts jusqu'à présent, on voit qu'il y a une super bonne progression vers les résultats. Il y a encore du travail à faire. Le projet continue encore pendant 2-3 ans. 165 000 adolescentes seront directement impactées à terme par le projet Passerelle. Dans le cadre de la lutte contre le cancer en Côte d'Ivoire, le Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara a organisé un séminaire en présence de plusieurs experts de la santé intervenant dans le domaine du cancer du foie. Objectif, réfléchir et trouver des solutions dans la lutte contre cette maladie qui emporte de nombreuses vies chaque année. Christ Ephraim demandé, Didier Nguessan. Le cancer du foie est une affection maligne qui se développe à partir des tissus du foie. Selon les dernières estimations de l'Organisation mondiale de la santé, plus de 900 000 personnes sont atteintes de cancer du foie et plus de 800 000 décès sont enregistrés en 2020. En Côte d'Ivoire, près de 1200 cas de cancer du foie ont été dépistés en 2022 avec plus de 1100 décès. Face à ce mal, des experts de la santé se sont réunis pour échanger sur le traitement et les innovations dans la prise en charge de cette pathologie. C'est une initiative du CNRAO, le Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie, Alassane Ouattara. Quand le cancer du foie est découvert tôt, il peut se guérir. Il y a certains moyens thérapeutiques. Les radiologues ont développé des techniques qu'on appelle la radiologie interventionnelle, recommandée par la communauté internationale pour pouvoir traiter le cancer du foie lorsqu'il est découvert tôt. Si on veut que les populations survivent au cancer, il faut qu'on fasse un diagnostic précoce. Ce diagnostic précoce passe par la réalisation d'examens d'imagerie qui sont l'échographie, le scanner et l'IRM. Douleurs abdominales, perte d'appétit et de poids, signes d'insuffisance hépatique sont autant de symptômes. Pour le directeur du programme national de lutte contre le cancer du foie est difficile à traiter, alors il faut mettre l'accent sur la prévention. On sait qu'aujourd'hui, les hépatites virales B et les hépatites virales C, l'alcool, sont les causes essentielles de ce cancer. Et pour pouvoir faire une lutte efficace,
il faut promouvoir la vaccination contre l'hépatite B, il faut traiter les malades porteurs d'hépatopathie chronique C, il faut lutter contre l'alcool. Le représentant du ministère de la Santé a énuméré plusieurs actions dans la lutte contre le cancer du foie. L'État a créé un programme de santé spécifiquement dédié à la lutte contre le cancer. L'État de Côte d'Ivoire a signé des partenariats, des conventions avec des partenaires techniques, mais également financiers. 90 milliards de francs CFA ont été mis à la disposition des laboratoires de recherche dans ce domaine. Les résultats de ces travaux devraient permettre de prendre en charge plusieurs pathologies, dont le cancer du foie. Madame, Monsieur, lorsqu'une route croise une voie ferrée, on parle de passage à niveau. Cette croisée des chemins est souvent mal appréciée ou mal négociée par les usagers. À conséquence, des accidents surviennent avec leur lot de victimes. Il faut donc sensibiliser pour plus de prudence, mieux pour une prise de conscience effective des dangers au passage à niveau. C'est l'action qui a été menée à Agboville, ville traversée par le chemin de fer Abidjan-Ouagadougou, à la faveur de la journée internationale dédiée à cette prise de conscience. Journée célébrée tous les 6 juin. Le reportage de Victorine Oyobwe. Le comportement imprudent des usagers observés au passage à niveau, non loin du marché d'Agboville, est évocateur. Malgré le sifflement du train, la barrière de part et d'autre de la voie ferrée, véhicules, motocyclistes et piétons continuent de circuler sur la route. Le vigile, il avait le stop à main, il n'a pas voulu soulever le stop, voilà ça même à main. Les gens ne regardent même pas le fait encore. Les gens regardent le vigile maintenant. Voilà comment ça se passe ici. Le garde-barrière interpellé ne tarde pas à réagir. Avec un stop là même, eux traversent. Les gens de moto là, avec un stop là, même le taximètre. Hier matin, il y a un qui m'a engueulé ici. Très venu, il s'est engagé. J'ai tapé ça là à son voiture. Il avait arrêté ici pour m'engueuler. Ibrahim est seul à faire la navette entre les deux barrières. Ces barrières, en réalité des demi-barrières facilitant le faufilement des usagers. L'autorité du garde-barrière mise à mal, difficile d'écarter le danger à tout moment. D'où le thème « Attention au train, la vie peut basculer en une fraction de seconde » pour sensibiliser les populations. Campagne marquant la 16e journée internationale de la prise de conscience des dangers au passage à niveau, ici à Agboville. Activité de la Citarail en collaboration avec la Société ivoirienne de gestion du patrimoine ferroviaire, SIPF, et l'OSER, l'Office de la sécurité routière. Malgré leur importance, les voies ferrées sont souvent compromises par des comportements imprudents et dangereux au passage à niveau. Les passages à niveau sont des points critiques où les véhicules routiers et les piétons peuvent potentiellement rentrer en collision avec les trains. Respecter les panneaux et les barrières, ne jamais tenter de franchir les voies lorsque les barrières sont abaissées et maintenir une vigilance constante lors de la traversée des voies. Le chemin de fer Abidjan-Ouagadougou vieillissant ne transporte plus que des marchandises. Le transport des personnes suspendu depuis la crise de la Covid reprendra après des travaux de réhabilitation de la voie ferrée. En effet, tout peut basculer en une fraction de seconde. Autant faire attention lorsque l'on passe ces passages à niveau. Dans le cadre de la lutte contre la cherté de la vie, le Conseil national de la Fédération nationale des acteurs de commerce de Côte d'Ivoire a pourvoyé un opérateur portuaire spécialisé dans la manutention des conteneurs ont signé un accord. Entre autres objectifs de cet accord, fournir le plus d'informations possible aux commerçants et éliminer les faux frais qui expliquent en partie la cherté des marchandises. Dans cette perspective, les responsables du port autonome d'Abidjan, l'Office ivoirien des chargeurs, les responsables du terminal d'Abidjan et les commerçants se sont rencontrés. C'est ce que nous dit Tanguy Tanguy. Un opérateur portuaire spécialisé dans la manutention des conteneurs au port autonome d'Abidjan ouvre ses portes à ses clients, notamment aux commerçants. Joue la carte de la transparence sur ses prix et surtout se défend d'être à l'origine de la cherté des opérations portuaires. Je dirais aux commerçants de Côte d'Ivoire deux choses. Anticiper et deuxièmement, faites confiance aux professionnels. Vous avez des transitaires agréés, faites confiance à ces transitaires agréés. Oubliez les courtiers. Le Conseil national de la Fédération nationale des acteurs de commerce de Côte d'Ivoire, Port, a signé un partenariat avec cet opérateur portuaire dans le cadre de son combat contre la cherté de la vie, selon ses responsables. Les commerçants rencontrent beaucoup de difficultés au niveau portuaire.
Et en tant que premier responsable des commerçants, nous avons jugé utile de signer un partenariat avec Abidjan Terminal afin de comprendre certains aléas qui font qu'il y a des faux frais. Très bientôt, vous verrez une équipe Abidjan Terminal, l'OIC, la FENAXI, dans les grandes villes pour sensibiliser nos importateurs. Juste avant la visite du site de l'opérateur, la question de la cherté du port autonome d'Abidjan et les faux frais qui rendent l'opération portuaire coûteuse ont été au centre des échanges entre les commerçants, la direction générale du port autonome d'Abidjan, l'office ivoirien des chargeurs et l'opérateur portuaire spécialisé dans la manutention des conteneurs. Commerce et agriculture sont liés. 13 régions productrices de cacao ont été visitées du 13 au 24 mai dernier par une mission du ministère de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières et du Conseil Café Cacao. Objectif de cette mission, procéder à une série de vérifications en vue de mettre en place l'interprofession de la filière Café Cacao. Godefroy Okambawa. Ultime étape dans le processus de mise en place de l'interprofession de la filière Café Cacao. La vérification des déclarations et l'existence même des organisations de producteurs dans les régions cacaoyères. Des missions conduites par des responsables du Conseil Café Cacao et du ministère de l'Agriculture ont sillonné les 13 régions productrices. L'objectif à terme étant de renforcer l'autonomisation et la défense des intérêts des producteurs. L'OIA va rassembler tous les producteurs de café cacao, tous les acteurs de commercialisation, tous les transformateurs. Une OIA, cette interprofession, c'est l'ensemble des acteurs des différents maillons de la chaîne de valeur de ce groupe de produits café cacao. Donner une dynamique nouvelle à la filière à travers une meilleure organisation. Ce serait une fierté pour nous d'avoir notre interprofession mise en place pour pouvoir nous défendre et nous montrer ce que nous devons faire. On est resté longtemps à la touche. Donc aujourd'hui, pour nous, ces cadres-là viennent corriger un peu ce que je pourrais appeler ces vides qui étaient là, qui jusque-là, qui a été constaté par les producteurs. Cette mission intervient après l'enregistrement des organisations professionnelles agricoles du secteur café-cacao, 90 au total. Pour faire partie du collège des producteurs, l'organisation doit avoir le statut de société coopérative, revendiquer au moins 15% de l'effectif des producteurs de café et de cacao, estimé à 1 040 000 et cumulativement justifié de 15% de la production annuelle. Et vous l'avez certainement reconnu à la voix, ce reportage est commenté par Jean-Louis Gbambo. On parle à présent de recherche scientifique, des solutions innovantes pour une agriculture durable. Les résultats de recherche sur les solutions pour une agriculture résiliente et respectueuse de l'environnement ont été présentés au cours d'une conférence qui s'est tenue à l'université Nangui Abrogwa d'Adjamé. Agriculture climato-intelligente, les précisions de Godefroy Okambawa. Installée au premier plan dans le développement du secteur agricole, la communauté scientifique apporte son appui en proposant des solutions innovantes. Et justement, face aux défis du changement climatique, les chercheurs de l'université Nangui Abrogwa d'Adjamé partagent au cours d'une rencontre les résultats des travaux de recherche sur des solutions pour une agriculture qui se veut résiliente. Les solutions, nous avons une biosolution effectivement que nous avons mise au point, qu'on appelle le complexe Vital Plus, et qui permet effectivement de résoudre un tant soit peu le problème d'abattage des bois. Donc en combattant ces facteurs favorisants-là, avec le virus, nous arrivons effectivement à permettre aux plants de reprendre leur production. En plus de ces missions de formation et de recherche, l'université Nangui Abrogwa favorise de nouvelles collaborations scientifiques. Il s'agit pour les responsables de l'université de promouvoir l'adoption de nouvelles pratiques. Il faut une co-construction des données scientifiques nouvelles qui vont permettre d'être des applications en des technologies nouvelles. Et il faut travailler avec des organismes de diffusion pour que ces technologies nouvelles-là puissent atteindre les exploitations afin d'être des innovations qui seront bénéfiques à l'ensemble. Agriculture climato-intelligente, innovation et pratiques agricoles durables, résilientes face aux effets des changements climatiques. Thématique principale qui a réuni étudiants et experts venus de plusieurs universités.
Au cours d'un point de presse organisé au siège de la commission paritaire d'attribution de la carte de journaliste professionnel et de professionnels de la communication au plateau, les acteurs des médias ont été informés de l'ouverture de la session extraordinaire de la CIJP 2024 prévue du 10 au 30 juin 2024. Cette audience est la deuxième du genre après la première session ordinaire d'attribution de la carte. Jean-Marc Djadji. Du 10 au 30 juin 2024, les acteurs des médias en Côte d'Ivoire pourront de nouveau postuler pour la carte d'identité de journalistes professionnels et de professionnels de la communication CIJP. La session extraordinaire pour l'année 2024 est ouverte par la commission paritaire d'attribution de la CIJP, présidée par Vamara Coulibaly. Nous avons 2 sessions chaque année, une session ordinaire et une session extraordinaire. La session extraordinaire est faite pour permettre aux retardataires de se mettre à jour. Ce point presse fut l'occasion pour le président Vamara Coulibaly de dresser le bilan de la première session d'attribution de l'année 2024. La commission paritaire a enregistré une baisse de 20% pour une prévision de 1000 demandes. Nous avons reçu au total 813 dossiers que nous avons examinés. Nous avons accordé 752 cartes. Il y a eu 11 rejets pour différentes raisons. Voilà, dossier incomplet, manque de diplôme. Les demandes d'attribution et de renouvellement des cartes CIJP seront reçues sur la plateforme numérique www.cjp.gouv.ci. Et un mot de religion dans ce journal, on parle du Hajj 2024 qui bat son plein en terre d'Arabie Saoudite. Tous les vols étatiques des pèlerins ivoiriens sont arrivés et bien sûr le sol saoudien avant les 5 jours cruciaux de ce pèlerinage 2024 qui vont démarrer le 15 juin prochain à Arafat, veille de la Tabaski. Le commissaire général du Hajj, le Bachir Ouattara, fait le point à mi-parcours. Il exhorte les pèlerins à se préserver avant l'entame de l'ultime étape. Envoyés spéciaux à la Mecque, Issa Chono Yeo et Yaya Konate. Tous les vols étatiques prévus pour le Hajj 2024 sont arrivés en Terre Sainte, en Arabie Saoudite. Occasion pour le commissaire du Hajj de faire un point à mi-parcours de ce pèlerinage. Nous avons le vol 14 et 15 qui ont atterri. Nous avons un vol régulier avec des pèlerins. Donc, pratiquement, on peut dire qu'il n'y a plus de candidats en Côte d'Ivoire. Tout le monde est là. Au niveau des opérateurs privés, beaucoup de pèlerins ou candidats sont déjà arrivés. Ceux qui restent ne sont pas encore nombreux. Voilà ce que je peux dire sur l'état des lieux concernant le Hajj 2024. Les 7000 pèlerins des vols étatiques font d'abord 3 jours de prière à la mosquée Nabawi, là où le prophète est enterré, à Médine. Puis rejoignent la Mecque pour la Umrah, le petit pèlerinage, et la Ziara, visite des sites saints. Des étapes importantes avant le départ pour Arafat, veille de la Tabaski. Le commissaire du Hajj profite de l'occasion pour inviter les pèlerins à se ménager avant les 5 jours décisifs du pèlerinage. L'appel que nous lançons aux pèlerins, d'abord, c'est toujours respecter tout ce que les encadrés vont leur dire. Il y a certains qui ont commencé à faire des tawaf surrogatoires. Mais tu vas t'épuiser. Les 5 jours de pèlerinage sont pénibles et difficiles. Vraiment, on demande à nos parents. Ils ont déjà fait la Umrah, de se reposer. Ceux même qui ont des difficultés de déplacement, de prier ici à l'hôtel. Après, au retour de Mina, si tu peux aller faire ton tawaf surrogatoire, va faire. En ce moment, tu as déjà fait le tawaf de pèlerinage. Mais quand tu vas t'épuiser et tu ne pourras pas faire l'étape de Mina Arafat, c'est l'étape pour laquelle tu es venu. Tout ce qu'on a fait là, c'est une sunna. Mais pour le Hajj, on est venu, on profite pour faire la Umrah. Vraiment, je donne ce conseil. Un séminaire préparatoire aura justement lieu le jeudi 13 juin 2024 à l'intention des commissions afin de peaufiner l'organisation de ces jours décisifs pour le Hajj.
Et de l'Arabie Saoudite, nous prenons la direction de l'Algérie, où ce samedi 8 juin 2024, le corps électoral est officiellement convoqué pour le scrutin anticipé du 7 septembre. 5 candidats sont déjà en lice pour ce scrutin, mais leur candidature n'a pas encore été validée, d'autant qu'une coalition de partis appelle à la candidature pour un second mandat. Le président Abdelmadjid Tebboune, celui-ci ne s'est pas encore prononcé sur son avenir. Voilà qui marque la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire.